Bonjour. Salut petit. C'est bon. Aujourd'hui, Aujourd'hui, on va parler de GraphQL. Alors, euh, quelqu'un parmi vous, ils connaissent GraphQL? Ou non? Pas du tout? non. Bah voilà. Bah aujourd'hui, on va apprendre GraphQL alors. Alors, on va commencer. Bah, on commence par une petite introduction de GraphQL, bah, comme d'habitude. Bah, en fait, maintenant, les applications mobiles sont de plus en plus complexes. Ils ont besoin de beaucoup de données. Bah, en fait, on utilise la plupart, c'est du REST API. Euh, en fait, bah, tous les applis maintenant, comme j'avais dit, ils utilisent du REST API. Les REST API, ils ont trop de requêtes pour avoir toutes les données. Beaucoup de données inutiles à envoyer, difficile à faire évoluer les API sans casser les applications. Bah, en fait, c'est ça le grand problème de REST API. Et ben, en fait, l'objectif pour aujourd'hui, on va découvrir GraphQL. Bon, c'est une alternative de REST. Et en fait, il est plus flexible et plus efficace, plus adapté aux besoins actuels. Alors, c'est quoi l'API? Bah, c'est un Application Programming Interface. Voilà. C'est un intermédiaire que deux applis, en fait, ils se communiquent entre eux. Bah, ils utilisent un format JSON ou du XML. Ça dépend de ton configuration. Bah voilà, en fait, on a un petit exemple. Une application mobile, elle appelle un API pour obtenir des données utilisateurs depuis un serveur. Et, et en fait, on- par exemple, une appli mobile, elle va demander, par exemple, les utilisateurs. Bah, le serveur, il va envoyer tous les utilisateurs qu'elle a envoyés, ou l'utilisateur qu'il veut, en fait, qu'il a choisi. Alors, comment fonctionne une API REST? Et ben, en fait, là, on a une page web, on a des composants, quel que soit un serveur en JS, en Python, en Java. Et ben, en fait, le page web, elle va faire, par exemple, un get ou un post. Pour, en fait, un get pour avoir les données, un post pour enregistrer les données, un put pour input et un patch pour modifier les données, un delete pour supprimer les données. Bah, c'est ça, en fait, comment le REST API fonctionne. Bah, si on va avoir une liste d'utilisateurs, on va faire un get. Si on a inséré un utilisateur, on va faire un post. Put patch pour modifier un utilisateur et un delete pour le supprimer. Euh, et en fait, par exemple, on a cet exemple-là. On a une page web. En fait, pour avoir cette page web-là, on va faire un requête pour le product 1. Là, en fait, l'API, qu'est-ce qu'il va retourner? Il va retourner les données de ce produit-là. Bah, on trouve dedans un ID, un titre, description, le prix, bah, toutes les données, en fait, elle sera affichée dans cette page-là. Et il pourrait avoir, en fait, des données supplémentaires qu'on n'a pas besoin de les afficher. Par exemple, là, on a les catégories, le currency, le brand. Bah, en fait, ça, ils sont envoyés par l'API, mais on ne les affiche pas dans la page web. Bah, c'est ce qu'on appelle un overfetching. Parce que ces données-là, on n'a pas besoin de le faire. On n'a pas besoin de l'afficher déjà. On a un autre exemple. Par exemple, on a cette page-là, cette page web-là. Bah, elle a trop d'API dedans. Par exemple, là, en fait, on va, on va faire un get pour afficher toutes les listes des livres. Là, l'API, il va envoyer toutes les listes de livres. On va faire un get pour afficher les catégories. Il va afficher toutes les catégories. Et en fait, et pour les couleurs aussi. Bah, en fait, pour une seule page, on doit faire beaucoup des appels API. Et ça devient très lourd. Parce que c'est ce qu'on appelle un underfetching. Parce qu'on appelle plusieurs API dans un seul page web là. Et ça pourrait être en fait beaucoup de flux de données qui vont se naviguer entre le serveur et le navigateur web. C'est pour ça qu'on appelle un underfetching. Alors, euh, ça, c'est les limites des REST API. Ben, comme on avait dit, il y a trop de requêtes pour charger des données complexes. Il y a des déficits d'adapter de réponse selon les besoins du client et risque de duplication entre les endpoints. Bah, ça pourrait arriver en fait qu'on duplique des endpoints pour en cas où on a besoin des données supplémentaires.
C'est pour ça, en fait, il y a le GraphQL. Bah, c'est quoi GraphQL? Bah, GraphQL, c'est un langage de requête. Bah, pour les API, il est créé par Facebook en 2012 et il est devenu open source en 2015. En fait, GraphQL il permet au client de demander exactement les données nécessaires. Et bah, on va réduire beaucoup le sur et le sous-fetching. Et bah, aussi, c'est un alternative modèle de REST, avec un paradigme axé sur la flexibilité et l'efficacité. Parce qu'en fait, dans le GraphQL, on a qu'un seul endpoint. Bah, c'est slash GraphQL. On va le découvrir plus tard ensemble. Alors, comment il marche GraphQL? Bah, en fait, le client, il envoie une requête. Bah, depuis le structure de données évolue. Par exemple, en fait, j'ai un page web, je veux juste le titre et l'image. Bah, lui, il va envoyer ça. Bah, c'est à travers une requête. C'est comme un JSON, mais on va l'explorer plus tard. En fait, c'est un schéma GraphQL. Voilà. En fait, des résolveurs, ils vont récupérer les données demandées. Et là, en fait, le réponse contient exactement ce que le client a demandé. Bah, c'est ça le principe de GraphQL. Tu t'envoies les données que tu as besoin et lui, il va t'envoyer qu'est-ce que tu veux, exactement. Alors, ça, en fait, c'est un requête d'un GraphQL. Bah, en fait, le front, parce que maintenant, c'est le front qui va faire une requête. Le front, il a besoin d'un ID utilisateur 1. En fait, il a besoin des données d'un utilisateur d'ID 1. Et de ce utilisateur-là, on a besoin que le name, l'email et le post, par exemple, l'ID, le titre. Et bah, en fait, ça, c'est un exemple d'un requête GraphQL. Et ben, en fait, le serveur, il va retourner un JSON correspondant à cette requête-là. Il va en retourner, en fait, plusieurs, le name, l'email et les posts. C'est ça ce qu'on avait demandé, par exemple, là, en fait, on a demandé le name, l'email, là, il dit le titre de poste, bah, là, il va retourner qu'est-ce on a déjà, on a déjà envoyé au serveur. L'architecture de GraphQL, en fait, le client, il va envoyer un query au GraphQL, au serveur GraphQL, n'importe quel serveur, quel que soit en Nest, en Java, en .NET. Et en fait, le serveur, il va analyser le query, il va utiliser des résolveurs. En fait, pour être clair, le résolveur, ce sont des contrôleurs. Bah, mais dans GraphQL, on appelle des résolveurs. C'est la même chose. Le résolveur, ils vont accéder à la base de données à travers des services externes, en fait même des queues ou n'importe quel service externe. Et là, en fait, euh, en fait, il va juste envoyer au client ce qu'il a demandé exactement. Bah, GraphQL, il a beaucoup d'avantages. Par exemple, il est flexible. Bah, les clients demandent ce qu'ils veulent, uniquement les champs nécessaires. Il est évolutivité, bah, ajoute de nouveaux champs sans casser le client. Par exemple, là, en fait, on peut ajouter, si on a voulu ajouter un nouveau champ à une base de données, bah, ça n'affecte pas le partie client parce que on demande ce qu'on veut à la fin. Et bah, efficacité, bah, réduit beaucoup la quantité de données transférées parce qu'on envoie ce qu'on veut. Le communauté active, bah, GraphQL maintenant, il a une très grosse communauté et en fait, ils sont très actifs. Et même son documentation, elle est bien faite aussi. Et bah, regroupe de multiples sources de données. Bah, en fait, comme reste, GraphQL aussi, il a des inconvénients. Par exemple, il est un peu complexe. Bah, en fait, je sais pas, mais je le vois, c'est pas trop complexe à le comprendre. Mais en fait, bon, le courbe d'apprentissage, là, il est plus rapide que reste. Performance. Les requêtes complexes, en fait, ils pourront être un peu complexes. Bah, il faut toujours avoir bien optimisé ton serveur. Et le caching, en fait, le GraphQL, pour implémenter le cache dedans, c'est un peu difficile aussi par rapport à REST. En général, c'est ça les gros inconvénients de GraphQL. Et ben en fait, dans l'écosystème GraphQL, en serveur, on a beaucoup de bibliothèques. Par exemple, en JS, on a l'Apollo Server, Hasura pour Java, GraphQL Yoga et Graphene pour Python. Pour la partie client, on a aussi des bibliothèques parce que on doit écrire on doit écrire les requêtes GraphQL et pour ça, il y a des bibliothèques qui nous aident
en fait, à bien structurer les requêtes. Il y a pour le client, relay et SQL. Ça dépend de ton framework front-end. Pour les explorateurs, bah là, en fait, on peut utiliser le GraphQL ou le GraphQL Playground. Parce que dans GraphQL, on peut utiliser Postman, mais c'est très difficile. Mais en fait, GraphQL, il a par défaut son outil pour tester les API qui s'appelle GraphQL Playground. On va l'explorer plus tard. Bah, en fait, qui utilise GraphQL, bah, des grosses sociétés, Facebook, euh, GitHub, Shopify, Twitter, Netflix, PayPal, Airbnb, Reddit. Et il y a plusieurs d'autres entreprises qui utilisent GraphQL maintenant. Et en fait, Netflix, elle a switché récemment sur GraphQL. GitHub aussi, je pense. Ouais. Parce que même les API publics de GitHub, maintenant, ils ont été changés vers GraphQL. Avant de passer en conclusion, en fait, j'ai préparé un petit projet en GraphQL. C'est juste un projet avec deux entités. On a une entité qui s'appelle user. Attends, là, je vois pas mieux. Ouais, voilà. On a une entité user. Tu peux augmenter la taille, s'il te plaît? La taille? Ouais, si tu peux. Tu peux pas de tout? Non, Oh non, je pense pas. Bah non, c'est sûr, il y a un outil. et comment? Ça marche pas? Non. attends, ça- Non, 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 attends. Regarde tous les fichiers. non, je sais pas ce que j'avais fait là. Il a tout déplié. Oula. Ouais, je t'ai dit, écran noir. Voilà. Ah, ça va. Ok. Là, on a deux modules. On a un module qui s'appelle post et un module user. Bah, un user, il pourrait faire plusieurs posts et un post, il appartient à un seul user. C'est ça un petit schéma de projet. C'est juste un petit exemple. On a une entité qui s'appelle user. Dans l'entité user, on a un ID, name et un tableau de post. Et dans post, en fait, on a entité. On a juste un ID, un titre, le contenu et l'auteur. C'est l'user en fait. Et l'auteur ID. Euh, en fait, ça, c'est. Bah, en général, c'est ça. On va explorer en fait le résolveur. Par exemple, on va voir le résolveur d'un utilisateur. Bah, en fait, le résolveur, c'est ce que j'avais dit. Ouais. Dans le GraphQL, on n'a pas les méthodes post, get, put, delete. Non, on n'a pas ça. On a deux méthodes. On a un query et un mutation. C'est tout. Un query pour faire des get et un mutation pour faire des posts. De post et patch, delete. Ouais. Et query, c'est juste get. On n'a que de ça. Alors là, en fait, je vais juste faire un petit exemple. Alors, je sais pas où je suis. Euh, Attends, je sais pas où je suis, non. Bon. Ah oui, parce que je le présente là. Voilà. En fait, quand on ouvre GraphQL, quand on ouvre le serveur par défaut, on a le playground. En fait, pour naviguer, il faut juste faire l'adresse de notre serveur en local, /GraphQL. Il va afficher le playground. Ça, c'est notre outil de tester. Bah, là, en fait, on doit écrire notre requête. Et ça, pour exécuter le requête. Par exemple, là, en fait, je vais faire un query des utilisateurs. Je vais afficher toutes les listes des utilisateurs qui se trouvent dans la base de données. Et bah, je dois écrire mon query. Bah, là, ce que je fais, c'est je vais faire un query de user. Bah, en fait, il y a l'autocomplete aussi. Par exemple, je vais supprimer ça. J'ai mon user. J'ai affiché la liste de mon user. Et là, en fait, dans mon user, ce que je veux afficher, c'est juste mon ID, le name. Voilà. Il y a un petit bug dans GraphQL, j'ai pas résolu comment. En fait, là, il affiche cette chose-là. Il veut pas disparaître. Je dois réfléchir. Voilà. Je sais pas, peut-être c'est mon navigateur qui fait ça, mais bizarre. Ouais. Et là, en fait, bon, je vais supprimer ça aussi. Je vais juste faire comme ça. Là, en fait, je veux afficher la liste de mon user, la liste mes utilisateurs. Et je veux juste
que le name des utilisateurs. Et là, en fait, quand je l'exécute, bah, il va m'afficher ce que j'ai demandé. Il va m'afficher bah. Et là, en fait, par exemple, dans le user, je vais juste afficher tous les posts de ce utilisateur-là. Bah, attends, je vais rafraîchir une autre fois. Ah, c'est chiant. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Et là, en fait, je vais afficher les posts de ce utilisateur-là. Et le post, ce que je veux, c'est le titre, le contenu. Bah, je peux enlever le contenu, hein. Je veux juste demander les titres. Et lui, il va me répondre ça. Bah, c'est juste, en fait, il va m'afficher. Parce que là, dans ces utilisateurs-là, j'ai pas des posts. Voilà. Si tu fais que sur les feeds. Là, Là, tu mets user, like, ouais, ouais, en fait, il y a des requêtes pour filtrer aussi dans GraphQL. ça ressemble à du SQL alors un peu. C'est de l'SQL avec du JSON. Tu fais user, parenthèse, et. Euh, Alors, t'as fait ID égale 1, mais ouais, ID égale 1. tu dis, Là, par exemple. like, fait de. Oui, oui, on peut filtrer. Il faut juste avoir le syntaxe comment filtrer avec des requêtes GraphQL. Et là, en fait, c'est le front qui va faire ça. C'est pas le back. Mais oui, mais tu peux filtrer, tu peux faire beaucoup de... Il y a beaucoup de types de requêtes que tu peux le faire. Là, par exemple, en fait, ce que je veux, c'est les données de l'utilisateur avec un ID 1. Et ce que je veux d'afficher, en fait, je veux juste afficher l'ID, le name et tous les posts. Bah, je veux juste afficher ça. Voilà. Son ID, son name. Bon, en fait, quand il y a une erreur, il va t'afficher qu'il... Voilà. Voilà. Faut que je supprime ça. Voilà. Oh. Ah oui, peut-être parce que j'ai supprimé... ouais, voilà. Parce qu'en fait, l'utilisateur 2, je l'ai supprimé. Voilà, en fait, là, il va m'afficher... Dans une grosse saloperie. Ouais, ouais. Et là, en fait, par exemple, je vais juste afficher les posts. Reste de 0 fois. Non, il n'y a pas de post pour l'utilisateur 2 aussi. Bizarre. Donc, on va le créer déjà. Là, en fait, pour le mutation. Le mutation, c'est pour créer un utilisateur. On a dit que dans query, pour faire des requêtes de get, pour le create, on va faire des mutations. Et là, en fait, ce que je veux, c'est create user post. Bah, ça, en fait, ce qu'on avait fait ici, dans le resolver, euh, ça, on a dans le mutation, en fait, on demande dans les arguments, parce qu'on passe dans les arguments, tous les requêtes, ça se passe dans les arguments. On dit que on va faire un create user input, et là, en fait, on va juste donner le DTO. Voilà. C'est juste, on peut créer un utilisateur avec son nom. Et là, en fait, on va passer vers le service. Dans le service, il y a juste un... On va appeler le repo pour faire un create. Et on va faire un save. Il y a quoi derrière ton service? Là, c'est quoi? C'est une base de données? Ouais, c'est un base de données SQLite. Ouais, de la SQLite. Ouais, tu fais ce que tu veux. Bah oui, oui, en fait, Tu fais ce que tu veux dans le service, ouais, tu vas consommer ce que tu veux. ouais, tu vas consommer qu'est-ce que tu veux. N'importe quelle type de base de données, même des services externes aussi. Ça dépend. En fait, en général, c'est ça. Mais voilà. Là, en fait, par exemple, dans le create, ça c'est create user, ouais, voilà. Create a user input, ce que j'ai passé dans l'argument. Mais en fait, ici, c'est paramétrable aussi. Tu peux l'appeler n'importe quel nom. Moi, j'avais appelé create user input. Parce que ça, c'est le nom de méthode. Parce que ce sont des méthodes à la fin. Et là, je vais passer le nom. Et ce que je veux comme retour, bah, je veux le name. Bah, je vais supprimer ça, j'ai pas besoin de ça. Bah, là, en fait, quand je l'exécute, il a créé l'utilisateur. Il m'a retourné son nom. Et en fait, il peut retourner aussi son ID. Voilà. Il a retourné avec un ID 7. Ça, c'est pour le create user. Pour le create post, c'est la même chose à la fin. Mais juste là, on va passer le titre, le contenu et l'author ID. Là, l'author ID, ça va être 7 par exemple. Et ce que je veux comme retour, bah, l'ID, le titre et son author ID.
Et là, quand en fait je passe, voilà, il a retourné ce que j'avais demandé ici. Euh, pour le delete, bah, ça sera la même chose aussi. Je vais faire un mutation parce que le mutation, c'est pour le delete, euh, post et patch update. Voilà. Et là, en fait, je vais passer l'ID 7. Voilà, il va le supprimer, mon utilisateur. Delete user pro. Voilà. En général, ça, c'est pas une très grande chose, mais ça devient à être compliqué. Euh, Plus tard, en fait, si vous développez tout un projet, bah, les requêtes, ça pourrait être un peu dupliqué parce que tu pourrais mettre des objets dans des objets dans des objets et même des tableaux aussi. Et il y a une autre chose, en fait, GraphQL te prépare, lui, le doc. Par exemple, si je navigue là, attends, je peux pas le grandir. Allez, bon. Là, en fait, il va m'afficher le query et il va afficher le mutation aussi. Par exemple, dans le query, j'ai des queries pour le user. Ça, c'est pour afficher la liste du user. Et en fait, il va afficher ces types aussi. Bah, ils me disent dans user, il y a l'ID, il y a le name, il y a le post, avec, avec leur type aussi. Là, dans post, en fait, ce que j'ai l'ID, le titre, le contenu. Ça, ce sont les queries. Et c'est pour le mutation, en fait, on a ces champs-là aussi. Ce qu'on doit envoyer à la fin. Et là, pour les arguments. Par exemple, dans create user, comme argument, on doit envoyer le name. En fait, là, avec le point d'exclamation, ça signifie que c'est obligatoire. Bah, ça dépend de ton DTO, qu'est-ce que tu vas mettre comme des champs obligatoires. Le delete user aussi, en fait, il faut envoyer l'ID dedans, qu'il est de type int. Voilà. En fait, ça, c'est le doc, il est autogénéré. C'est GraphQL qui le génère automatiquement. Aussi, il génère des schémas. Là, en fait, il a généré tout le schéma de la base de données, de backend. Par exemple, dans Post, on a Post, en fait, pour créer un post, on a besoin de l'ID, le titre, contenu, auteur ID. Avec tous des points d'exclamation, ça signifie que ce sont tous des obligatoires. On a aussi les types user, bah, le type query, le mutation. En fait, le schéma, c'est le front qu'il a besoin de l'implémenter sur lui. Déjà, on peut le télécharger, et plus tard, en fait, le front, il va mettre son schéma dans le front, et à travers Apollo Client, en fait, lui, il va, il va t'aider à créer tes propres requêtes. Il va te dire quels sont les champs obligatoires, et quels sont, même en fait, dans les applis mobiles. C'est GraphQL, il fonctionne partout. Et les bibliothèques, ils ont tout en fait, chaque framework, il a son propre bibliothèque. Ça, c'est comme le contrat OpenAPI, quoi. Ouais, exactement. Ouais. C'est comme l'OpenAPI, mais aussi, il joue le rôle de Postman aussi. Ouais. Dans Postman aussi, tu peux tester sur Postman parce que dans Postman aussi, tu peux faire des GraphQL dedans. Ouais. Mais c'est un peu complexe parce que tu dois télécharger le schéma, tu dois le mettre dans Postman. Pour lui, il va faire les définitions de ton doc en fait à la fin. Euh, je sais pas ce que j'ai presque tout dit. Je sais pas quoi d'autre. En fait, voilà, l'archi de projet en GraphQL, c'est presque comme le reste. La seule différence, c'est dans le resolver. On n'a pas de contrôleur maintenant, mais on a des resolvers. Et dans le resolver, on va juste écrire, ça dépend de la méthode. Si là, en fait, on va pas écrire un post, mais on va écrire mutation. Et lui dire, en fait, on va faire un mutation sur le table user. Bah, en fait, là, ça pourrait être un array aussi si on a deux tables à faire. Euh, bon, en général, c'est ça. En fait, c'est ça le GraphQL. Bon, je peux vous montrer un petit exemple d'un projet. En fait, quand je l'avais fait avec un ancien client, c'est un projet qui est fait tout en GraphQL. Et le front, c'était avec du. Euh, attends, je pense que je l'avais fermé. Bon. Voilà. En fait, ça, c'est un projet.
C'est comme un LinkedIn, mais pour les startups, pour l'évaluation de startups. En fait, si vous voyez bien, il est très rapide, en fait. Parce que là, par exemple, si j'entre là, bah, les pages, elles se chargent instantanément. Et là, en fait, il va afficher toutes les listes de startups. Par exemple, ça, il va m'afficher les données de startups et de faire toute une session d'évaluation de cette startup-là. Voilà. Mais ce projet-là, il est tout fait en GraphQL en back, avec du Nest en GraphQL. Et le front, c'était en React aussi, avec l'Apollo Client en GraphQL. Là, je peux chercher n'importe quelle chose. Voilà. Ok. Hmm. Euh, Attends, je dois retourner avant. Euh, voilà. Je crois qu'il y a une question. Hmm. Oui. Bon, tout à l'heure, on a vu, tu as fait une requête sur un IT qui n'existait pas. Ouais. Et on a eu une belle erreur comme ça. Ouais, parce que j'ai pas fait le contrôle. C'est ça. Mais en fait, tu peux retourner un message. Donc, GraphQL. Ouais. Et du coup, C'est c'est le. au niveau de ton résolveur que Ouais, tu bien. fais ça. C'est au niveau de ton service aussi. Le réservoir, en fait, à la fin, il va se communiquer avec le service. Et bah, il va recevoir un résultat depuis le service. Il va juste l'envoyer au GraphQL, à ton requête. Et du coup, c'est quoi? C'est à toi de définir les retours. C'est à toi de contractualiser les retours que tu vas faire pour les cas d'erreur, pour les cas de... Non, en fait, tu peux utiliser les exceptions. Ouais, Ouais. les exceptions. Et après, dans ton client, j'imagine, ça... Ouais, il va ça afficher, correspond au ouais, hasard. il va afficher l'exception qu'il a reçue. Le message dans l'exception. Hmm. Du coup, tu joues jamais avec les retours HTTP. Les erreurs 500. Tu vas codifier des erreurs, peut-être. Euh, Ouais, tu non. codifies des erreurs que tu... Euh, En fait, pour Comment tu ça, proprement les retours, en fait, de ne pas trouver, erreur de non caché, erreur... Enfin, tu vois. bon, pour là, attends, j'ai oublié, mais c'est sûr. Attends, je pense, quand tu reçois une erreur, bah en fait, non, tu ne reçois pas les erreurs, le code d'erreur. Tu vas recevoir juste le message. Hmm. Après, c'est un message. Ouais. Je pense qu'il Ouais. faut peut-être de générer un contrat de Ouais, retour. définir un contrat de retour, ouais. Et là, en fait, aussi pour le header, ça se passe comme ça. En fait, pour envoyer un header, c'est juste, tu dois l'écrire là. Ça, je ferme ça. Voilà. Par exemple, tu as un authorization là. Attends, je vais faire c'est tout en objet aussi. Authorization là, en fait, tu peux l'envoyer comme ça dans le header. Tu peux définir ton header comme tu veux. Ça, c'est le HTTP header. Il y a le tracing. J'ai jamais essayé ça. Je pense dans Nest, il n'est pas supporté encore. Mais dans des autres langages, je pense il fonctionne bien. En fait, ça permet de faire un tracing de toute ton requête GraphQL. Ouais. Voilà. Comment tu gères la sécurité des limites? Tu vois, parce que tu vois, tu as fait un find all des users. Hmm. Et genre, donc là, t'en as 5, c'est facile, c'est Hmm. rigolo. Mais genre, je fais un find all, ça fait dedans, j'ai C'est un token. 1000, 2000 ou même plusieurs millions d'enregistrements. Hmm. Donc, tout remonte d'un seul coup ou tu Ouais, pars non, de non, non, zéro? en fait, tu peux faire implémenter de pagination. Hein. T'as des trucs prévus déjà pour... Ouais, 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 en fait, c'est la même chose dans les API REST. Mais là, la seule différence, c'est dans ton query, là, tu dois dire que je veux la page 1 avec combien de lignes dans la page 1. D'accord. Voilà. Mais après, toi, côté back, tu peux imposer une limite. Donc, tu Ouais, peux dire, moi, côté back, je sais qu'à un moment, je trouve l'enregistrement. Donc, bah, ok, tu vas un final, mais hmm, entre guillemets, que dalle, tu feras tes 10 premiers parce que. ouais, ouais, exactement. Ouais. Et sur la sécurité, par exemple, je pense un peu le côté très con, si on appliquait à un pilot, Hmm, je suis dans l'espace stagiaire formateur, mais je veux. Non, enfin, plus espace stagiaire. Je suis un stagiaire, mais je veux accéder à des informations hmm, sur le formateur. ouais, mais Est-ce qu'à un moment, tu peux arriver à dire non, non, t'as pas le droit d'accéder à cette information-là, quoi. Je sais pas comment. ouais, ça dépend de ta gestion de rôle implémentée dans le bac. Mais à la fin, tu vas envoyer euh, un- dans l'autorisation, là, tu vas envoyer un, merde,
un token. D'accord. Ouais, donc c'est toi côté back à faire le contrôle. Ouais. Ouais, c'est toi, c'est pas GraphQL qui va faire le contrôle à ta place. Ouais. En fait, GraphQL, c'est juste, il va changer la manière comment tu consommes tes API. Mais le logique, il est le même. En fait, tu peux prendre tout un projet développé en REST, tu dois juste changer le contrôleur pour lui dire, mais tu dois tout refaire les DTO aussi, parce que ouais, c'est important. Ouais. Mais, mais les services, les repos aussi, ça change pas. D'accord. Tu dois juste refaire les contrôleurs, c'est tout. Et justement, sur cette gestion des retours, parce que REST, lui, ce qu'il t'apporte, c'est pas une nouvelle technologie, c'est juste des normes, tu vois. Hein. Des codes qui correspondent à un truc et c'est d'avoir une normalisation, que ça soit unifié. Et là, est-ce que tu as quelque chose comme ça chez GraphQL qui dit, bah, je gère les erreurs de permission de telle manière, je gère les erreurs d'autorisation de telle manière, je gère... Oui, 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 il y a, mais euh, je me souviens en fait, quand tu as une erreur, tu peux le généraliser comme tu veux. Tu as le choix de généraliser les erreurs. Mais je pense en fait, ouais, dans GraphQL, tu peux retourner, je retourne à ta question, dans GraphQL, tu peux retourner le code d'erreur aussi. Parce qu'en fait, lui, il va retourner un JSON. Et dans le retour de JSON, bah, tu vas écrire code d'erreur, par exemple 500, avec le message. Ouais, tu dois pouvoir revenir un petit peu sur ce qu'on fait en API. Ouais, ouais, c'est ça. Les normes écrites, j'imagine. Hmm. Ouais, pour les retours. Mais en fait, par exemple, à la fin, c'est une exception, elle va retourner un JSON. Ouais. Ouais. Et Tu peux le retourner comme elle est. Hmm. c'est C'est... important de pouvoir consommer comme tu veux que d'avoir des bons retours. Ouais. Ouais. En fait, GraphQL, il est basé plutôt sur le relation, pas sur les objets. Par exemple, dans les requêtes REST, on travaille beaucoup sur le table comme il est. Par exemple, le table user. Mais GraphQL il est basé plutôt sur des relations. Par exemple, en fait, pourquoi Facebook a développé ça? Parce que, en fait, hmm, moi, je suis inscrit sur Facebook et j'ai des amis et je veux voir les relations entre les amis de mes amis. Voilà. Comme ça, en reste, ça va être très compliqué à le faire parce qu'on va appeler plusieurs services. Mais dans GraphQL, en fait, on peut naviguer dans les relations comme on veut. C'est pour ça, en fait, GraphQL, on le trouve, il est beaucoup plus utilisé sur sur les applis de réseaux sociaux. Ah, parce que c'est plus des applications qui consomment de l'info et qui affichent. Ouais, Enfin, j'ai l'impression. Il Après. te met tout à plat, ouais. comme si tu consommais un index qui était déjà tout prêt à la conso. Hmm. C'est lui qui s'occupe de faire le travail derrière. Sur une application de gestion, ça s'appelle. Enfin, je sais pas, c'est Ouais. un petit blog, ça comme ça. Ouais. Quand tu as du volume et tout ça, ça optimise vraiment le retour. Quoi. Hmm. La donnée qui a tourné, le volume des trames réseau. Ouais. Ouais, mais à certains temps, en fait, il faut bien aussi organiser le projet. Parce que si la requête, elle devient un peu complexe, tu navigues sur plusieurs tables, bah, en fait, le serveur, il va être un peu lourd aussi à traiter les requêtes. Tu dois être toujours à optimiser tes requêtes. C'est ça. On pourrait l'imaginer intégré avec Prisma. Ah oui, oui. Du coup, tu mettrais Prisma en fait. Tu mettrais. Ouais, tu peux Prisma, tu vois. Ah, La question, c'est. Tu mettrais du GraphQL et derrière. Directement, ça Ouais, fait de la script. tu mettrais Apollo, donc il s'en fout là. Prisma s'en fout. Prisma s'en fout. Ah ouais, tu peux utiliser n'importe quelle base de données. C'est ton bac à la fin. En fait, la seule chose que ça change, c'est le contrôleur. C'est tout. Mais du côté service, côté repo, on peut faire n'importe quoi. Ouais. Tu peux faire ton ORM et tes requêtes en fait, et aller chercher. Mais la console, c'est pas juste sur l'API, mais une console GraphQL. Hmm. Et tu mettrais un blog, l'ensemble de tes Ah, mais données. donc GraphQL, il va pas utiliser Prisma pour consommer, il va se connecter. Enfin, se connecter. Il va consommer les services. Ah, parce qu'on est dans la base. Il se connecte pas à la base tout de suite. Non, oui. Ça passe par les services. Il passe par les services. Dans les services, tu Hmm. Ouais, ouais, mais Là, t'as dit, le GraphQL, c'est pas, ça remplace pas le SQL, c'est une surcouche. ça remplace l'API. Ça remplace la PI, oui. Oui, oui, c'est pas de SQL, ça, c'est pas de base de données. Voilà. C'est comme REST, mais une autre alternative de REST. En fait, dans REST,
C'est juste, là, l'intérêt de GraphQL, c'est juste pour faciliter les champs, en fait. On demande ce qu'on veut. Voilà, c'est plus facile comme ça. Et là, les requêtes, Sinon, tu pourrais elles aller sur sont le côté front. C'est le front. Ouais, des ouais. formations. Mais il y a beaucoup d'outils, en fait, qui peuvent. Sur quoi? Côté back, bah, en fait, non. Là, pour moi, le front, il est censé pas trop réfléchir. Et c'est le back qui prépare tes requêtes et qui te les envoie toutes faites droit des soins. En fait, non. Là, c'est différent. Ouais. En fait, parce que c'est ça aussi ce que je vois, un inconvénient de GraphQL. Bon, c'est pas un inconvénient, mais c'est GraphQL qui fait ça. C'est en fait la partie front maintenant, c'est elle qu'elle doit écrire ses propres requêtes. Ouais, ça, j'aime pas trop, tu vois. Ouais, c'est pas difficile, hein. En fait, il y a beaucoup de bibliothèques. Il y a beaucoup de bibliothèques qui pourront faire ça. Apollo Client, en fait, lui. C'est comme si tu accédais directement à la base de données depuis le mobile ou depuis le Resolver Service. Ouais. Et après, Ouais. Hmm. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, comment ça marche quand tu gères un changement de programme? Par exemple, ton, ton user il va changer ou tes postes ils vont changer. Tu dois assurer une continuité de service, c'est-à-dire entre les anciennes versions et les nouvelles versions. Comment tu gères ça? Ah oui, en fait, dans GraphQL, il n'y a pas le versionning. voilà. Ouais. Tu gères pas. Donc C'est à toi de garder tes contrats. Ouais. Pas les rompre. Bah, en fait, c'est logique qu'on n'a pas de versionning parce que, en fait, juste, l'API, il change pas. Mais le contenu, c'est lui qui change. Ouais, c'est des queries que tu vas changer. Parce qu'en fait, Ouais, ce sont des queries. côté front, et donc, du coup, c'est là Ouais. qui gère ça. C'est le front qui gère ça, ouais. Si tu as des choses différentes à demander, après tu vas être sur les notions métiers. Ouais. Tu vas être sur des notions métiers et pas les notions directes de la base. c'est du supprimage. Ouais. Genre Bah, c'est le front qui va le supprimer. Le front, il doit te demander. Ouais. En fait, c'est le front qui gère ça. Ça, c'était sur application mobile, c'est-à-dire tous les gens qui ont lancé une version, ils sont voir si on continue à mettre à jour l'application. Tu Euh, dois être rétro-compatible dans tes services. C'est impossible Ouais. de mettre à jour les deux en même temps. voilà. Après, si tu peux mettre à jour ta base, ne plus avoir les postes et ne plus les gérer. Et dans la requête, toujours gérer la récup du poste mais rien renvoyer. Tu vois. Ah oui, oui. mais Tu vas gérer la rétrocompatibilité en fait. Mais l'appli mobile doit quand même être près de court. Ouais. Elle doit gérer les. Tu vas pouvoir gérer ça quand tu lances l'appli, c'est que tu récupères la version. Et les PRO gèrent toutes les versions restantes de Gère tout dessus. Hmm. Ensuite, à métal. Ouais. Tu gères le versionning de service. Mhm. Versionner les services, quoi. Il n'y a pas des problèmes de sécurité. Euh, C'est le front qui a accès à la base de données en direct. Ouais. En fait, non. Le front n'accède pas à la base de données. Le front, il accède au back. Comme tu veux. Ouais. Ouais, mais tu fais des requêtes au contrôleur. C'est pas aux bases données. C'est le contrôleur qui D'abord, Voilà. C'est le resolver. tu fais de la query sur le métier. Tu vois. Pas forcément la base. En fait, là, ce qu'on affiche là, ce sont des DTO à la fin. C'est le modèle. C'est en DTO. Ouais. Voir fonctionner. Ouais. En gros, il y a besoin de ça. En fait, c'est pas difficile. C'est juste que tu dois avoir un peu d'idée comment. Mais ouais, en fait, là, les requêtes, ça va être un peu difficile si tu as beaucoup de relations à le chercher. Ouais. Je me souviens, on a eu vraiment presque 100 lignes une requête qu'elle a 100 lignes. Ça dépend. On peut naviguer entre les tables facilement. Bon, ça dépend de ton service aussi. Ça dépend qu'est-ce que tu vas faire comme service. Mais oui, tu peux naviguer sur des tables de relations partout. Tu vas faire de l'upload aussi? Tu vois? L'upload, pas de L'upload? l'enregistrement. Ah oui, oui, bien sûr. Oui, il y a tout. C'est un mutation aussi. Ouais, donc. On a 2 requêtes. Mutation query, c'est tout. Il y a aussi un autre pour le socket. Ouais, delay. J'ai oublié son nom. Il y a un autre aussi pour le socket. J'ai pas le nom. J'ai perdu le nom. Bah ouais. Il y a un autre pour les sockets aussi. Il y a query mutation et il y a un autre pour les sockets. Je me souviens pas le nom. Bon. Tu me fais 10. Mais en fait, dans. Moi il y a un autre sauce? Pardon, juste quelque chose. Là, en fait, c'est juste mettre GraphQL, c'est tout. Enfin, ouais.
Non, 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 ça va. Max demandait pour le close là. Ouais. Comment tu fais rentrer un fichier dans un JSON? Là, c'est pas de fichier, hein. Tu vas juste faire un upload là. En fait, quand tu fais un upload, là, dans l'interface, il y a. En fait, là, quand tu mets par exemple un upload, j'ai pas la upload. En fait, quand tu fais upload, lui, il va connaître que upload, c'est un upload fichier. Il va t'afficher un petit bouton là où tu vas uploader ton fichier. Alors là, c'est bien parce que c'est GraphQL, mais après, c'est le playground. Hmm. Sur ton appli, comment tu lui envoies dans le. Tu l'envoies. Attends, j'ai oublié. Mais en fait, c'est comme un streaming à la fin, c'est un stream. Prochaine, Ouais. avec un équivalent Google Script. Mm. Ouais, franchement, et c'était tordu parce qu'il fallait découper ton fichier en binda ou je sais plus quoi. Ouais, bon derrière. Ouais, tu mets. Ouais, ok. C'était Hmm. c'était bien l'air, quoi. Ouais. Ça dépend. On t'upload. Hein. Ah, Limité en. Hmm. Ouais, ouais. T'es fini en validé, t'as c'était serré là. T'as quelque chose pour envoyer ton boulot. C'est pas l'idée, c'est gagner plus tard. Attends, je pense. Sûrement le public, c'est. Moi, j'ai pas le même contrat. Ils ont répondu au mec, en plus. Bah voilà, en fait, le redoc, il est bien fait aussi. C'est juste, en fait, là. Voilà, en fait, tu fais juste un petit file. Ouais. Et là, en fait, tu lis ton stream. Mais dans GraphQL, attends, ils n'ont pas un exemple. Je pense que c'est sûr qu'il y a une image, comment on peut le faire. Ouais, c'est une chose comme ça. Ouais, voilà, en fait, il y a le multiverse. Hein. Merde, je sais pas où je suis allé. Là. Bah là, en fait, dans ton schéma, il va dire que c'était un upload. Et, et là, en fait, tu vois le 3 points là. Quand tu cliques sur le 3 points là, et en fait, il va t'afficher le fenêtre où tu vas uploader ton fichier. C'est un type particulier d'avant. Ouais. À la fin, c'est comme Postman. Hein. C'est la seule chose. D'autres questions? Sur quoi comme projet? Enfin, sur. Ah, Il marche n'importe quel projet, on dit ou... non. Je pense que GraphQL, il marche beaucoup sur les projets des types réseaux sociaux, des grands projets. On a beaucoup de relations entre les tables. Voilà. Par runtime que tu as fait, enfin, sur lequel tu travailles, Euh, partie application vraiment ouais. entre utilisateur finaux Hmm. et ton back. Je pense pas ça pourrait être une bonne idée parce qu'on n'a pas beaucoup de tables à naviguer dedans. Là, tu vois, les sites, justement, comme tu montrais, tu as beaucoup d'infetching. Ouais. Vraiment, c'est beaucoup d'appels à droite à gauche pour rassembler un seul et même info. Enfin, et du coup, pour présenter un écran, tu as Ouais. 30 Hmm. appels par pays. Peut-être que pour éviter que je dirais, On peut faire juste un monitoring qui renvoie tout ce qu'on veut. aussi. Ah oui, non, mais ça se Mais tu peux aussi présenter les DTO qui vont bien pour la consommation. hmm. C'est juste qu'en vrai, en général, c'est vrai que tu fais des silos et tout ça, et du coup, tu prévois pas forcément les bons DTO pour la consommation. Tu as besoin d'une liste à droite pour la liste des reventes, un truc ici pour l'autre liste des reventes, Ouais. un truc là pour les filtres. Ah, tu vas faire beaucoup de méthodes. Du coup, la toptique, en fait. Hmm. La chance, c'est que je trouve la prise de décision de savoir si tu utilises ou pas les tards. Parce que tant que t'as pas eu un module où t'as pas dessiné physiquement à quoi ta page va ressembler et te dire que oh, putain, ouais, faut gérer plein de trucs, faut l'utiliser. Tu vois, c'est. Après, je pense que si tu sens que tu vas avoir besoin de plein de trucs différents et que tu vas avoir beaucoup de relations entre les choses, Hmm. tu vas t'amuser à faire des jointures de partout et tout ça Ouais. dans ton modèle. Hmm. Là, peut-être que ça vaut le coup. Ouais. Parce que même dans Resolver aussi, on peut appeler plusieurs services. Hein. Et t'as pas de rétro, quoi. Ouais. Ouais. Montrer rapidement les queries. Hein Si demain j'ai envie de faire une query avec des filtres plus ou moins sélectifs, Hmm. je veux que
c'est pas forcément malin, mais un IT user soit supérieur ou inférieur à 20. Ah ouais, tu peux le faire. Enfin, Ouais, tu peux le faire aussi. Le GraphQL, il supporte les syntaxes de pagination, de filtering. du coup, la query que t'envoies à ton resolver, Ouais. l'objet qu'il reçoit, donc je suppose que c'est une query, Ouais. elle est envoyée tout de suite au service puis au repo. Non, tu dois valider d'abord Valider ton que query. l'utilisateur a le droit, Ouais. supposons qu'il ait le droit. Et aussi, tu dois valider ton DTO envoyé. Ok, Parce que là, en fait, c'est un DTO que tu l'envoies. ouais. Lui, il va le convertir en DTO. Tu analyses la query pour faire la requête. Ouais. C'est ça, là. C'est ça, en fait. Le résolveur, c'est lui qui va analyser ton requête envoyée. Non, en fait, tu ne vas pas tout coder parce qu'ils sont tous des méthodes prédéfinies dans le résolveur. Il te crache du. Ils sont des annotations, en fait, pour, par exemple, là, si je, dans mon input, là, en fait, je lui dis que c'est un field de type name. Mais il y a aussi beaucoup d'autres annotations pour valider. Et là, en fait, ça, c'est notre annotation pour le type input type, pour dire que ça doit être une input. euh, le class, en fait, c'est un input parce que je dois recevoir des données dedans. Et là, en fait, j'ai le type field, le name. Mais il y a beaucoup d'autres annotations à voir aussi. Parce que là, ce que tu voulais dire, c'est par exemple là comment ça concrètement. Là, tu vas chercher le user et les posts. Concrètement, tu dois aller chercher, je sais pas, dans deux tables, deux trucs. Ouais. Concrètement, comment ça se. Tu dois transformer la query, l'analyser pour faire ça. Ouais. Aller chercher la Ouais. jointure. Du coup, C'est le service. final. C'est le service au final, ouais. Ouais, il va faire des appels au service à la fin. Par exemple, tu vois, tu vas chercher tous les users qui s'appellent Feli et qui ont écrit des posts sur les femmes. Ouais, il va faire un query sur ça. Mais en fait, il cache, hein. Il y a beaucoup de méthodes de cache. Tu peux le faire, hein. C'est à toi de. Ouais, c'est à toi de programmer ça. De toute façon, quoi qu'il arrive, tu dois l'écrire. De toute façon, Mais le tu maire- passes de l'API, quoi, tu dois l'écrire. Mais la complexité du Ouais, filtre. ouais, c'est ça la complexité du filtre. Est-ce que tu peux l'optimiser? Tu vois, genre, est-ce que tu pourrais faire de cheat pour faire de l'optimisation que tu passes par. Là, je pense que tu dois analyser la demande pour faire la requête qui va bien. Ouais, C'est pour ça que je l'appelle c'est ça. complexe, ce que t'écris dans le. Ouais, déjà, il est écrit, en fait, c'est... Tu facilites. Ouais, C'est complexe, du coup, à écrire dans ta query, dans ton playground. Non, en fait, les complexités, c'est pas là. Non, enfin, c'est complexe, il y a une complexité en termes de lignes, juste, il y en a beaucoup. Et derrière, C'est ce qui est fait derrière. là, Là, qui est donné au résolver, et c'est au résolver de se débrouiller. Ouais. Donc la complexité, elle est là. En fait, la complexité, c'est pas de requête. Ouais. mais, Parce que c'est un contrat hyper générique. Tu fais ce que tu veux un petit peu. Hmm. Par contre, C'est pour ça, en fait, il est écrit dans le diapo, là. il faut rapprocher la rétrocompatibilité, tout ça. Et tu peux versionner tes résolvers avec tes services. Ouais, en fait, ça, pour ça, il écrit le performance. Bah, le requête complexe pouvant surcharger le serveur. C'est mal optimisé. Ouais. En fait, la complexité, c'est pas dans le requête GraphQL, mais c'est dans le serveur. C'est dans les services. Ouais. est-ce que initialement GraphQL ça a été fait pour, je suppose, des serveurs Node, Non, ensuite ça a été fait pour d'autres trucs? non. En fait, je pense que la première version de GraphQL, elle était faite sur Java ou PHP, je sais pas. PHP, parce que c'est Facebook qu'elle a développé, c'est sûr de PHP. C'est toujours Facebook, enfin, sous couvert de l'open source, Hmm. c'est une fondation qui a repris le truc. Non, c'est Facebook, elle a tout fait. Est-ce que Facebook, du coup, c'est déjà exprimé sur le fait que les annotations TypeScript sont dépréciées? Je pense parce que c'est Facebook qu'elle a créé les bibliothèques aussi. C'est Facebook qu'elle a créé les... Parce que les bibliothèques, ils ont été créées par Facebook. Ouais, GraphQL, les annotations. Ouais. Je parle du @field, Ouais. par exemple. Hmm. Dans les prochaines versions de TypeScript, ça, a priori, ça vient. ah bon? Non, non, je pense. C'est toi qui m'as mis à jour là-dessus. J'en parle, Jeff. Bizarre. C'est moi? T'es sûr? Vas-y, sûr. Bon, c'est sûr qu'ils vont changer les bibliothèques aussi, hein. Parce que c'est eux, en fait, que c'est eux qui ont développé les bibliothèques de GraphQL. C'est Facebook, c'est maintenu par Facebook déjà. Et ils continuent là, se demander, continue à. Ah oui, bien sûr. La communauté, Ah oui, oui. ils ont pas lâché le truc. Non, bien sûr. Ah non, non. En fait, là, quand je navigue vers Graph... Ouais, c'est encore porteur du projet. Attends, je
Je peux le trouver le nom directement par là. Où est mon package? Voilà. C'est Apollo, c'est quoi? Ouais. En fait, il y a Apollo et Apollo Client. Apollo, c'est pour le back. Qui porte GraphQL maintenant? Euh, Si tu vas sur le GitHub de GraphQL, c'est Facebook ou c'est Apollo? Ça dépend. Je sais pas. Mais parce que là, en fait, il y a Nest.js GraphQL Si tu vas aussi. sur le GitHub, Ouais. GraphQL, ils ont un GitHub générique. Je pense. Attends. Pas Nest, c'est juste. Alors, voilà. Sur le GitHub, t'écris GraphQL. Pour voir c'est qui le. Ah, tu veux juste Apollo? Non, juste GraphQL. Ah, tu veux voir dans. Pour voir le repo, Ah, pas le deuxième. non, je pense que c'est pas ça. Oh, il y a personne. Ouais, c'est écrit GraphQL. Mais c'est sûr que la communauté derrière ça, c'est Facebook. Bon, bref. Ok. Déjà, je pense. GraphQL Foundation. Ouais, donc il y avait une fondation. Donc, Ouais, ils ont fait une fondation pour ça. Mais avant, en fait, c'était Facebook. Avant, quand tu entres en. Ouais, c'est qui l'ont créé, mais après, ils ont pas Ouais. fondation par contre, c'est Mm. Ouais. À mon avis, il n'y a pas de version. Ben là. Parce qu'avant, en fait, on le trouve là. Je pense qu'ils ont changé ça. Tu vois que React il est toujours là. Ouais, React Native, il est toujours là. Ouais, il est dans la méthode quoi. Ah ouais. C'est good, mais après il est plus dans la repo. Ils l'ont sorti. Ouais, je pense qu'il est sorti. Ils sont plus un peu, mais ils sont plus. Bizarre. Bon. Ok. Ouais. T'as coupé. Bah, en fait, voilà, GraphQL, c'est une technologie puissante pour construire des API flexibles, évolutives, particulièrement adaptées aux applications modernes, avec les besoins complexes. C'est ça, en fait. GraphQL, il est visé sur des projets très complexes. Et en fait, son adaptation par des géants comme Meta, GitHub, Shopify, Netflix. Son adoption nécessite une bonne compréhension de concepts et des outils pour gérer les limites aussi, la performance et la sécurité. En fait, je pense que dans GraphQL aussi, il a un problème de sécurité. C'est pas un problème, mais c'est plus difficile à le gérer. Ouais. Parce que c'est un problème, je pense pas Facebook il va implémenter GraphQL dedans. Les requêtes de Facebook sont tous de GraphQL dedans. Tu peux le voir en fait. Tu peux naviguer vers Facebook, fais un requête, tu vas voir le requête GraphQL dans Network. Sur ton Facebook, tu connectes sur ton Facebook à toi, Ouais. ça nous a claqué de mais GraphQL. Mais tu peux pas amuser à le changer aussi. Tu peux faire, tu peux pas faire d'injection. Non. On a derrière, faut connaître le contrat. Tu sais. Ouais, parce qu'il y a un contrat entre eux. Tu vois, c'est ce côté. Genre, la requête, elle est complexe sans lettres, je trouve. Ah, après, tu peux mettre de l'authentique, tout ça quand même. T'as une Ah oui, oui. autorisation. Ah oui, bien sûr. Tu peux mettre. En fait, il y a le cookies, il y a le header. Dans les headers, en fait, tu peux mettre tous les headers. Voilà, en fait, il y a de HTTP header et aussi des queries variables. En fait, tu peux faire en fait, c'est là dans le query variable, c'est là, en fait, pour le pagination. Parce que dans les paginations, on le passe dans le query. Ouais, mais souvent, les développeurs front, ils s'en foutent un peu de ça. Ils veulent leur donner un basta. Alors là, ça va changer. Les développeurs front, c'est eux qui vont mettre ouais, qui vont porter une partie de back. Voilà, quoi. C'est eux qui vont écrire des requêtes. Mais c'est pas. En fait, j'ai essayé, c'est pas difficile. C'est pas difficile à les écrire. Ah non, non, je trouve que l'écriture, elle a pas l'air compliquée. Ouais. Je trouve que Bon, ça pourrait être compliqué. Justement, je pense que l'idée, c'est de simplifier. S'il y a de la complexité dans ce que tu vas consommer, dans le bazar, tout ça, c'est de déporter, de faciliter la conso. Vraiment déporter toute cette complexité dans le bac, quoi. De toute cette construction, ce requêting, et après tu fais des queries simples pour dire bah, j'ai besoin de ça. Ouais, mais c'est ça,
tu vois, tu développes des fronts plus rapides. Ouais. Tu vois, quand demain, tu dois développer des nouveaux écrans, bah, tu vas plus vite à les déployer parce que tu rajoutes des Truc facilement. en fait, c'est là où je me dis, tu vois, parce que souvent, quand tu développes des fronts, c'est parce que tu as le métier qui te demande de développer des choses assez rapidement. Donc c'est cool parce que les écrans, tu les sors rapidement et rapidement, tu les mets sur le marché. Par contre, derrière, côté bac, tu peux vite avoir une usine à gaz. tu peux vite avoir une usine à gaz ou voire même, bah, Mm. le front, tu dis, bah, j'ai besoin de ça, vas-y, je l'écris. Mm. Je le laisse sans au final se dire, putain, ça fait un gros impact côté bac, et limite pas le voir, enfin, un peu notamment. Ça, je me dis, développeur front, tu vois, en mode, vas-y, balai, quoi. Ouais. J'ai l'info, merci, au revoir, qu'est-ce que je m'en fous. Ouais, je pense que côté bac, une fois que tu as développé tes relations et tout ça, que tu as géré les requêtes avec les relations, les sous-relations, etc. Une fois que c'est ça et qu'après c'est que rajouter de l'info, tout ça, c'est facile. Mais, c'est mettre en place le truc au tout départ. Ouais. Ouais, c'est la complexité, en fait, je pense. Le bac, il va être un peu complexe. Bah, il va être complexe si en fait, à certains temps, tu vas avoir plusieurs relations, plusieurs tables. C'est sûr, Ah, ça. plus tu vas avoir de relations, Ouais. C'est pour ça il faut toujours l'optimiser. Il faut assurer l'optimisation depuis le début du projet. C'est ça le but. Et il faut utiliser le cache aussi. C'est important. Parce que GraphQL aussi, il supporte le cache. Il a ses propres méthodes de cache. Il cache tout. C'est toi qui implémente aussi le contrat, Ouais. le query que tu vas autoriser. Donc après, à toi aussi d'autoriser ce qui convient, quoi. Tu vas pas tout gérer. Mm. Ouais. Bah, voilà. Merci. Bravo. merci à toi. Merci. De rien.